Ok, donc on m'a demandé de vous parler de questions vraiment beaucoup plus basiques, mais parfois c'est bien de revenir aux choses très plus simples. Et c'est particulièrement important à un moment où, pour ce qui est de mon domaine, qui est de l'analyse statistique, eh bien, les outils sont largement disponibles. Donc tout le monde peut faire des analyses de tout. On a beaucoup de chiffres qui sont disponibles via différentes plateformes. Et l'interprétation qu'on en fait est bien sûr cruciale tout le temps, mais en particulier maintenant. Alors, corrélation, causalité, c'est bien sûr une question très importante que j'illustre là par un petit cartoon, mais qu'est-ce que... c'est vrai qu'on a une tendance à utiliser l'un pour l'autre de façon assez générale dans la littérature, donc quelques définitions. Alors, donc on confond les deux. En général, il est pourtant très simple de les distinguer, puisque une action ou un fait peut en causer un autre ou une autre. Et puis une action ou un fait peut être corrélé à une autre. Donc par exemple, causalité, le tabac cause le cancer du poumon, ça je crois qu'on est assez d'accord là-dessus. Et on a un autre exemple avec le tabac, c'est qu'il est corrélé à l'alcoolisme, mais on ne peut pas dire que le tabac cause l'alcoolisme. Alors, toujours dans les définitions, si une action en cause une autre, alors elles sont très certainement corrélées. Si deux actions sont observées de façon simultanée, ça ne veut pas forcément dire que l'une cause l'autre, même si parfois cela peut sembler plausible. Alors, par exemple, je vais vous donner quelques exemples et contre-exemples de corrélation ou d'études de causalité. Donc il y a une étude aux États-Unis qui a été faite il y a quelques années qui montrait qu'il y avait un lien entre la prise du petit déjeuner et la réussite à l'école primaire. Donc voilà, donc il y a un lien. Donc est-ce que c'est causal? Est-ce que prendre un petit déjeuner donne des meilleurs résultats scolaires? Personnellement, j'en ai pas raté un, j'ai pas eu que des bonnes notes, mais bon. Donc en fait, il y a eu une analyse, ça a été publié, hein, donc il y a eu des publications sur le sujet, et puis en fait il y a eu des analyses un peu plus approfondies qui ont été faites par la suite, et en fait il y avait ce qu'on appelle des facteurs de confusion. Donc cette association entre petit déjeuner et résultats scolaires est expliquée par des tiers facteurs, et en particulier les enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner aux États-Unis au moins étaient ceux qui étaient les plus souvent absents ou en retard à l'école. Et c'est plutôt ces paramètres-là qui expliquaient les mauvais résultats scolaires. Donc, en revanche, par rapport à ce résultat sur la prise du petit déjeuner, c'est quand même pas inintéressant d'avoir une association, et parfois ça peut donner des idées d'intervention. Et en particulier dans ce cas-là, il a été démontré que chez des enfants qui étaient particulièrement sous-nourris, malnutris, je ne sais pas comment on dit, eh bien, la prise du petit déjeuner pouvait améliorer les performances scolaires des enfants. Mais il y a des exemples plus caricaturaux. Et par exemple, on peut étudier la corrélation entre la consommation de margarine aux États-Unis et le taux de divorce dans le Maine. Donc j'ai fait les calculs. Elle est de 0,99. Donc ça, c'est des données temporelles qu'on trouve sur Internet, et vous voyez que, bien, on a des résultats qui sont graphiquement assez convaincants et numériquement extrêmement convaincants. Autre exemple, la corrélation. J'ai oublié les écrivains que je devrais les dire en fait. Alors, la corrélation entre la consommation de fromage par habitant et les taux de décès par... Alors, je ne sais pas, c'était un mot anglais qui était d'ailleurs comme pour les topathies, donc je pense que c'est enchevêtrement. Donc, les taux de décès par enchevêtrement dans les draps du lit, comme ça, qui pense que c'est corrélé? Sondage? Personne? Ben, vous avez tort. Faites attention en vous couchant. Donc, 0,94. Donc, vous savez qu'une corrélation, ça va entre -1 et 1, donc c'est quand même relativement fort. Et puis vous voyez les tendances, c'est des chiffres réels. Alors pour continuer dans cette... Bien sûr que je vais passer à des choses un peu plus sérieuses, mais c'est pour juste illustrer que finalement les chiffres, bien on peut en faire un peu ce qu'on veut, et puis on peut les interpréter un peu comme on en a envie. Donc juste pour vous donner le site, parce qu'on peut vraiment corréler tout et n'importe quoi, donc il est là-haut. Mais bon, pour être plus sérieuse, il y a quand même de nombreuses études qui sont mises en œuvre pour montrer une
corrélation, mais on a un peu trop tendance parfois, même si l'étude est faite pour montrer la corrélation, à conclure en termes de causalité. Donc, par exemple, il y a une étude aussi aux États-Unis qui a montré un lien entre le fait de regarder des séries TV et les troubles de l'alimentation. En fait, là encore, ils ont conclu à une relation causale et des analyses approfondies ont montré que plutôt les personnes qui restaient longtemps devant la télé avaient plutôt des troubles sur leur image et qui faisaient qu'ils mangeaient plus. Bon, bref. Donc il y a potentiellement, il faut toujours se poser la question de facteurs tiers qui peuvent expliquer une association. Donc c'est très compliqué en fait de démontrer la causalité, mais on a quand même des critères dont je vais vous parler. Mais à l'opposé, on a à notre portée plein d'outils statistiques qui permettent de faire des corrélations et particulièrement de montrer des corrélations significatives. Donc la corrélation, elle peut être liée à une cause commune. Donc par exemple, on a montré un lien entre les cheveux roux et la couleur des yeux, mais qui est lié à un facteur génétique commun. La corrélation peut aussi être observée lorsqu'un mécanisme causal est sous-jacent. Donc je vous ai dit tout à l'heure déjà qu'il y avait une relation qui est connue entre tabac et cancer du poumon, mais pour pouvoir vraiment conclure en termes de causalité pour cette relation, il a fallu démontrer qu'il n'y avait pas de facteur de confusion. Et en particulier, on aurait pu s'imaginer que le fait de fumer était lié au fait de vivre dans un milieu plus urbain, qui est lié à une pollution plus importante et qui pourrait expliquer le cancer du poumon. Ben non, ce n'est pas du tout ça. On a vraiment un lien causal. Alors, désolé, il y a un peu d'anglais. Donc, comment démontrer qu'une relation est causale? Eh bien, théoriquement, il faut faire un modèle expérimental, mais c'est en pratique très difficile à mettre en œuvre. Donc, pour le tabac, par exemple, il aurait fallu choisir un échantillon de personnes et de les forcer à fumer, un autre où on les empêche de fumer, et puis on regarde ce qui se passe. On comprend bien que c'est difficile en termes, bien sûr, éthiques, et puis en termes de mise en œuvre. Alors, en l'absence de modèle expérimental, et on en a de temps en temps quand même, c'est quoi les critères? Alors, il faut que la relation soit forte. Donc, la relation soit forte, si on parle en termes de risque, il faut qu'on ait un risque qui soit de 4, je ne sais pas, 3, 4. Il faut que le schéma de l'étude soit fort. Alors, ça veut dire quoi un schéma fort? Eh bien, ça veut dire que si on a une étude longitudinale, on a plus de crédit pour prouver une association causale que si on a une étude cas témoin, par exemple. Bien sûr, il faut montrer qu'on a une temporalité dans la relation. Il faut que la cause précède l'effet. L'autre argument, c'est la relation dose-réponse. Eh bien, il faut que si l'exposition est plus forte, le risque associé soit d'autant plus important. L'autre point important, et on va revenir là-dessus pour le cas de la maladie d'Alzheimer, c'est que l'association soit réversible, c'est-à-dire que si on est capable de contrôler la cause, eh bien l'incidence de la maladie va diminuer. L'autre chose qui est très importante, c'est qu'il faut que les résultats soient consistants, mais là je vais vous donner un exemple quasi bordelais, qui a fait beaucoup de bruit à une époque, mais qui finalement a été peu reproduit, qui aurait dû nous alerter. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est bien sûr que les résultats soient reproduits dans différents pays. Bien sûr, il faut que l'association soit sur le plan biologique plausible et puis qu'elle soit cohérente avec ce qui a été trouvé. Alors, il y a plein de moments, et plus ou moins récemment, où à partir de corrélations, on a vraiment conclu en termes de causalité, et ça c'est sûrement lié à des faits notamment liés autour d'exposition à des facteurs de risque environnementaux ou à des idées préconçues sur un certain nombre d'expositions, et en particulier, vous savez qu'il y a quelques années, il y a eu beaucoup de bruit sur des résultats sur la relation entre l'utilisation du téléphone portable intensive et la tumeur du cerveau. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas causal, mais il est sûr qu'on a fait beaucoup de bruit dans ce sens-là, alors que c'est pour l'instant uniquement une corrélation, qu'on n'est pas certain
de l'effet causal du téléphone portable. Et puis l'autre résultat probablement le plus illustratif de ces dernières années, c'est la relation entre vaccination et autisme. C'est presque du niveau de ce que je vous ai montré sur les courbes avec les tendances temporelles annuelles, puisque effectivement on voit quand on regarde les taux de vaccination, leur évolution et les taux d'autisme, on a une croissance qui est parallèle. Et donc, vous savez qu'il y a une dizaine d'années, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça. En fait, il se trouve que cette relation, elle est probablement pas causale. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'on peut expliquer l'augmentation de l'autisme par une évolution de la définition de la maladie qui est beaucoup plus large qu'elle ne l'était auparavant. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant, si on va présenter des résultats, de parler de causalité que de dire qu'on a une corrélation, et le buzz médiatique qui est associé est plus important. Alors, juste pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer, je voulais illustrer ces histoires de corrélation et de causalité avec deux exemples. Le premier qui est donc l'exemple bordelais sur la consommation d'alcool et le risque d'Alzheimer, et l'autre qui est plus sur ce qu'on connaît, pour revenir à notre ami Aloïs Alzheimer qui va nous rejoindre tout à l'heure, sur le rôle des plaques amyloïdes dans le risque de maladie d'Alzheimer. Alors, il y a une quinzaine d'années, je pense, une étude bordelaise qui s'appelle PACWID. Est-ce qu'il y a des Bordelais là? Je peux me lâcher? Ouais. Ah bon? Oh, je peux me lâcher quand même. Donc, une étude bordelaise a montré que ce qui pouvait paraître comme une plutôt bonne nouvelle, pour certains au moins, que la consommation modérée d'alcool, qui est la ligne marron ici, était associée à un risque diminué de maladie d'Alzheimer. Alors, bien sûr que c'est des résultats bordelais, ça fait beaucoup de buzz à ce moment-là. Ça fait aussi un petit papier c'était un dessin du canard enchaîné. Et bien sûr, on a cru à la causalité, et surtout à Bordeaux. Alors, donc c'était une étude bordelaise. Depuis, il y a eu l'étude des trois cités. Ça marche toujours bien à Bordeaux. Montpellier, c'est moins bien. Mais en termes de causalité, ça gêne personne parce que le vin est moins bon. Enfin, il y a plein de critères qui pourraient expliquer que... Non, je plaisante. Non, mais pour être plus sérieuse, évidemment, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de communication, beaucoup en termes de, le vin protège contre la maladie d'Alzheimer, et c'était sûrement pas très sérieux. Pas très sérieux parce que ce qui n'est pas écrit ici, c'est que la consommation modérée à Bordeaux, c'est 3 à 4 verres de vin par jour. C'est comme ça, hein, c'est pas, je ne l'invente pas, c'est leur définition du modéré. Donc il y a des études qui ont, si on repense aux critères que je vous ai montrés tout à l'heure sur finalement comment montrer qu'il y a causalité. Pour ce qui est de c'est compatible avec des mécanismes biologiques, on y arrive toujours. On dit ouais, ça doit jouer sur l'amyloïde, et finalement, bon, on peut écrire quasiment la discussion de tous les papiers pour justifier qu'on trouve une association. Mais il y a des choses quand même plus importantes, c'est donc la comparaison entre pays. Il y a des pays qui ont trouvé aussi que la consommation modérée d'alcool était associée à un risque diminué de démence, mais la consommation modérée, si on prend l'exemple des pays scandinaves, c'est 1 verre par semaine. Donc finalement, c'est le côté modéré, la définition est extrêmement hétérogène entre les pays, et ce qui montre que ce n'est pas du tout quelque chose de biologique, mais plutôt que la consommation d'alcool, finalement, c'est le marqueur probablement d'un certain bien-être, et qui fait qu'on voit une corrélation, mais qui n'est sûrement pas une association causale. Donc j'espère que vous avez compris le message sous-jacent. Et puis l'autre, oui, donc c'était juste pour reprendre ça, donc je vous en ai déjà parlé. Et puis l'autre exemple, c'est si on fait un peu le bilan de ce qu'on connaît sur plaques amyloïdes et maladie d'Alzheimer. Alors il y a des modèles animaux qui marchent bien, mais c'est normal parce qu'on les fait pour qu'ils marchent. Donc, Ensuite, il y a les modèles liés à des mutations génétiques qui sont plutôt convaincants aussi sur le rôle de l'amyloïde dans l'évolution de la maladie. Il y a les travaux récents de Batman qui sont très convaincants. Et puis, pour les maladies Alzheimer sporadiques, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que c'est une corrélation? Est-ce qu'il y a une causalité? On va réfléchir, alors,
en fait, ce que je vais vous montrer, c'est un peu une illustration de ce qu'on veut faire avec les chiffres. Moi, j'ai une conviction, et je vais essayer de vous montrer en piquant des chiffres de différentes études que j'ai raison. Donc d'abord, la neuropathologie, vous voyez ici, c'est un extrait d'un article anglais qui montre la fréquence des plaques en fonction de l'âge et en fonction du statut d'aimant, non d'aimant. Donc vous voyez la ligne pleine, c'est l'évolution des plaques chez des sujets d'aimants. Et là, c'est assez surprenant puisque finalement, la maladie d'Alzheimer sporadique, c'est une maladie du sujet très âgé quand même. Et on voit que finalement, la différence en termes de plaques entre les déments et les non-déments, elle n'est pas si grande que ça. Et puis ça, c'est pas très cohérent avec justement l'incidence de la maladie qui est vraiment très importante à des âges très âgés, très élevés, pardon. Et puis l'autre point sur la causalité, c'est que si c'est causal, eh bien on devrait observer que si on enlève la cause, eh bien l'incidence de l'effet est diminuée. Je vais aller très vite là. Et donc là, juste pour vous, je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais c'est juste pour vous redonner les résultats de l'essai d'immunisation passive avec bapinozumab, donc qui est un essai en 2 bras, selon que les sujets soient porteurs de l'allèle epsilon 4 de la polyprotéine ou pas. Et vous voyez ici que cette immunisation marche très bien pour enlever les plaques. Là, vous voyez dans les 2 courbes, hop là, ça c'est le placebo, vous voyez que les plaques augmentent alors que dans le groupe traité, les plaques stagnent, voire diminuent. Donc on a l'impression que ça marche bien. Mais en revanche, sur la clinique, eh bien, les résultats ne sont pas du tout cohérents, puisque à la fois on diminue la charge en amyloïdes, mais on n'a pas d'influence sur la clinique. On accélère, voilà. Donc à partir de ces résultats, qu'est-ce qu'on a dit ? Les pro-amyloïdes, ils concluent, ça ne leur empêche pas de penser que c'est causal, et ils disent que finalement on inclut dans ces essais des patients trop tardivement, et à un moment où les conséquences des lésions sont plus arrêtables, et que finalement il faut traiter les gens plus tôt, d'où les essais dont parlait Philippe précédemment. Et puis il y a des alternatives à cette interprétation qui est finalement c'est peut-être une corrélation, et finalement les plaques ne sont pas la cause principale de la maladie d'Alzheimer, et on peut revenir, mais je n'avais pas parlé avec Aloïs Alzheimer avant, mais on peut revenir sur le rôle des facteurs de risque vasculaire, et ce d'autant que il y a des résultats récents qui montrent que la prévalence et l'incidence de la maladie diminuent, et c'est sûrement pas parce qu'on a agi sur les plaques qu'on aurait un tel effet. Donc en revanche, ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, c'est qu'on traite mieux les facteurs de risque vasculaire. Alors, pour conclure, donc, il y a une grande confusion dans la littérature entre corrélation, association et causalité, pardon. Et vraiment, il faut un peu plus de rigueur dans nos propres recherches et dans la recherche en général pour minimiser les risques de mauvaise interprétation. Il y a des efforts qui sont faits pour tendre à ça. L'autre chose qui est vraiment importante, c'est de ne pas confondre prédiction et modèles causaux. Donc on peut... la prédiction est intéressante. Elle est intéressante pour définir des groupes à haut risque, pour avoir des cibles d'intervention sur des facteurs de causalité. Donc par exemple, on a trouvé que le déficit d'odorat était lié au risque de maladie d'Alzheimer. Eh bien, évidemment que ce n'est pas un facteur causal, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de prendre un groupe de sujets qui a des déficits d'odorat parce qu'on sait qu'ils sont à risque important de convertir vers une démence dans un temps restreint. Et finalement, je pense que pour terminer, ce qui est important, c'est d'avoir plus de rigueur dans l'interprétation des résultats. C'est vrai pour l'épidémiologie qui se fait souvent assassiner parce qu'on trouve des corrélations avec tout, mais c'est vrai pour la recherche plus généralement, et aussi il faut être prudent dans la façon dont on communique nos résultats. Merci.